Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Speed Théâtre. Aujourd'hui, nous recevons Hervé Estebetegui. Hervé, bonjour. Bonjour. Qui vient nous parler du spectacle Blanche, l'Odyssée d'une vie, qui se joue au théâtre Présence Pasteur, salle Pasteur, à 22h. Hervé, pouvez-vous nous expliquer un petit peu de quoi parle justement cette Odyssée d'une vie qui est celle de Blanche? Alors Blanche, donc l'Odyssée d'une vie raconte effectivement le trajet, la trajectoire de ce personnage donc qui s'appelle Blanche. Et on va suivre pendant 1h15 finalement un siècle de vie de ce personnage, de son enfance à ses derniers jours, au fur et à mesure d'une recette effectivement qu'elle va nous concocter pendant toute la pièce, c'est-à-dire que sa cuisine sur scène, et au fur et à mesure des ingrédients en fait qu'elle va mettre dans sa recette, les souvenirs vont ressurgir, vont réapparaître, tous ces fantômes de vie, pour nous raconter finalement l'histoire d'une vie ordinaire, mais nous on va le raconter de manière extraordinaire. Et ça peut pas être plus extraordinaire parce que quand on regarde un petit peu la bande-annonce du spectacle qui est visible en scannant le QR code que vous allez voir sur les flyers que les comédiens vous offrent, vous donnent pendant tout le festival d'Avignon, il y a un côté assez spectaculaire autant dans le décor que dans les personnages, parce que le décor, on a l'impression qu'on est un petit peu soit dans un cirque, soit dans une fête de village avec une immense table au milieu de la scène, avec des personnages blancs comme du plâtre. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas tout à fait du plâtre, c'est de l'argile. Oui. Heureusement pour les comédiens, parce que se maquiller tous les jours pendant le festival au plâtre, ça va faire bizarre. Oui, la particularité de ce spectacle, effectivement, c'est que c'est un spectacle, et je crois qu'il n'y en a pas à Avignon, ou peu en tous les cas. C'est un spectacle en bifrontal, puisque comme tu le disais, effectivement, il y a une grande table de 8 mètres de long, et les gens sont de chaque côté de la table, comme s'ils étaient attablés à la table de Blanche, pour justement pouvoir suivre cette recette-là. Et donc, il y a effectivement ce rapport de proximité avec le public. Ils sont aussi plongés complètement dans son histoire et avec le regard effectivement de Blanche et comment elle va venir leur raconter avec toute la générosité de Blanche, puisque c'est un personnage extrêmement haut en couleur, extrêmement joyeux, extrêmement gai. Et effectivement, elle est accompagnée par un chœur qu'on appelle un chœur de revenants, de fantômes qui vont jouer tous les personnages de sa vie, les personnages importants qu'elle aura croisés dans sa vie. Et eux, effectivement, ils sont argilés, tout en blanc, un petit peu à l'image, effectivement, il y a la référence de Maybe, de Maggie Marin, sur ce spectacle qui tourne toujours depuis les années 80, où effectivement, dans l'histoire, Blanche a vu un jour, parce qu'elle est partie à Paris, elle s'est émancipée parce qu'elle vient de la campagne, et elle a vu un jour ce spectacle de Maggie Marin, et là, elle a eu un choc, en fait, très fort, ce qui fait qu'elle-même, et le public est plongé dans son regard, elle va voir tous les personnages de sa vie comme en fait les personnages de Maggie Marin. Finalement, entre le réel et le théâtre, finalement, quelles seront les dernières images de nos vies, on ne sait pas, mais je crois que la vie et le réel, enfin la vie et le théâtre se mélangent pas mal dans sa tête. Ils ne font pas que se mélanger, ils reprennent même vie, parce que c'est là est le talent de ce spectacle et de son autrice Mélanie Vinolo, c'est d'avoir vraiment fait un subtil mélange entre théâtre, musique, parce qu'il y a certaines musiques qui sont jouées pendant le spectacle par un comédien musicien, et aussi par on a l'impression justement avec ce que tu disais, ce système bifrontal, que le spectateur est tout autant un des personnages de l'histoire de Blanche que ceux qui sont vraiment autour de cette table. Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que même si ça raconte effectivement aussi l'accompagnement, un trajet de fin de vie, et qu'effectivement elle passe de l'autre côté avec une forme d'armoire un peu magique double fond qui fait effectivement le lien entre la vie, la mort, le théâtre, le réel, le passé, le présent, mais également effectivement c'est un spectacle qui justement est très joyeux et est un bon moyen de finir une journée de festival, puisque si on joue à 22h aussi, c'est un choix, parce que derrière on a un grand nettoyage, parce qu'il y a énormément de volatiles, de farine, de paille, de plumes aussi, et d'argile qui jouent. Mais effectivement, la musique en direct, les chants collectifs, tout ça pour justement rentrer, les odeurs aussi, puisque effectivement on a les odeurs de cuisine aussi qui arrivent, tout ça pour être immergé effectivement dans tous ces souvenirs qui se font dans le désordre au fur et à mesure, mais que le spectateur peut reconstituer évidemment comme un puzzle. Tout à fait. On va citer également les comédiens qui sont au plateau dans ce spectacle que tu as mis en scène. Donc, qui a écrit le spectacle, c'est Mélanie Vignolot.
Et dans les comédiens, il y a Camille Duchesne, Mélanie Vignolot elle-même, Arthur Perrault, Diane Lefébure en alternance avec Viviana Souza. Lequel de ces comédiens joue de l'instrument pendant ce spectacle ? Alors c'est Arthur qui est lui en ce moment est un jeune comédien très talentueux qui vient de Toulouse et du conservatoire de Toulouse en chant lyrique. Donc il y a aussi du chant un petit peu aussi et donc c'est lui qui joue de la guitare, de l'accordéon et qui chante et qui a aussi guidé les autres comédiens pour les chants collectifs et qui amène évidemment quelque chose de très fort en fait qui a de la musique en direct dans un spectacle. Ce spectacle, justement, donc, comme on a dit, tu en es le metteur en scène. Est-ce que c'est un spectacle que tu as suivi depuis le début ou que l'on t'a et que Mélanie t'a transmis, ou alors que Mélanie t'a transmis après avoir fini l'écriture en disant voilà, j'ai écrit ça, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu voudrais le mettre en scène ou est-ce que tu as vraiment suivi les étapes de création d'écriture de ce spectacle ? Alors là on est effectivement dans une démarche plus collective où effectivement on était moi plus dans l'idée puisque on travaillait autour de la famille et que j'avais demandé aux comédiennes d'écrire un petit peu sur leur intime, sur leur vie familiale intime et donc elle avait effectivement commencé par une petite forme où elle avait écrit quelques 20 minutes de texte, 15 minutes et à partir de là j'ai eu envie effectivement de leur proposer à tous les comédiens aussi de pouvoir rentrer dans une version, une grande version longue et de développer ça. Donc quelque part, elle a mis en mots par rapport à son histoire intime, mais après la dramaturgie s'est créée au fur et à mesure de la pièce. Voilà. Et pour le coup, il y a une démarche très collective aussi finalement dans l'écriture et dans la dramaturgie qui fait que c'est un travail de troupe, un travail de collectif qui est mené et donc il n'y avait pas un texte tout fait. Et c'est ça qui a été très agréable dans la démarche par rapport à des commandes d'écriture où j'ai travaillé beaucoup avec des commandes d'écriture, c'est que là effectivement tout d'un coup on avait une idée d'une scène, je disais à Mélanie va écrire pendant un quart d'heure une scène et puis on revenait sur le plateau, on essayait, on testait, il y avait une improvisation et ce qui fait que ça a été extrêmement réjouissant le travail de création et c'est ce qu'on retrouve aussi maintenant dans la pièce et dans la création. Donc vraiment dès le départ ça a été du collectif, mais on sent vraiment lorsque tu en parles de ce spectacle et même lorsqu'on voit les photos et même les vidéos que rien n'aurait pu se faire sans cet esprit. C'est quelque chose qui est très important dans le milieu du théâtre et on en parle souvent, c'est vraiment cet esprit de troupe. C'est parce que le fait d'avoir une troupe qui soit vraiment ancrée dès le départ dans la création de ce projet fait qu'un projet, quel que soit le thème, puisse avoir un succès. Je pense pas que si une compagnie ne resserre pas les liens, je ne pense pas qu'il soit possible que ce spectacle puisse vraiment toucher le public comme il mériterait de le toucher. Exactement, et ça j'y crois très fort, c'est-à-dire qu'il y a cette différence qui fait quand les gens effectivement sont constitués en troupe, qui sont habitués à travailler, qui n'ont plus besoin de se parler pour comprendre les choses, il y a ce truc en plus, cette même famille de théâtre qui fait que tout d'un coup il y a une énergie collective que le public ressent, justement en plus dans ce rapport de proximité qu'il y a là avec le public et qui fait pour moi vraiment la différence avec effectivement un spectacle où on aurait un comédien qui viendrait de différentes écoles, de différents endroits. Pour le coup il y a quelque chose qui est à l'unisson dans la manière de jouer, dans l'énergie auquel on travaille beaucoup et tout le monde est impliqué dans le projet depuis la création, ce qui fait que tout est intériorisé dès le départ et c'est ça qui rend la proposition extrêmement belle et qui en fait un spectacle extrêmement voilà, nous on a très très à cœur de pouvoir le présenter pour la première fois à Avignon. C'est vraiment un spectacle à ne pas manquer tellement il est dans la joie, l'humour, la vitalité et que même s'il parle effectivement de la mort, en fait il est extrêmement vivant et puis avec aussi de forts moments d'émotion et avec des retours de public incroyables parce que c'est une histoire universelle qui touche à chacun d'entre nous. En fait, c'est un spectacle sur la mort, mais plein de vie. C'est ça. Exactement. C'est un spectacle vivant déjà qui raconte la vie et c'est comment effectivement en voulant raconter notre départ, mais pour nous comme on l'envisage comme un départ qui est joyeux, qui est festif, pas comme quelque chose qui comme le font en Amérique latine et notamment les Mexicains où derrière c'est coloré, c'est joyeux. On avait envie aussi de s'imaginer que de l'autre côté il y a quelque chose de une fête quelque part. C'est pour ça que ça finit par la fête des moissons avec un très beau souvenir de Blanche et que c'est ça qu'on a envie de donner, c'est effectivement parler de ce passage-là pour encore mieux apprendre à vivre et apprendre à vivre ensemble. Et avec les temps qui courent, évidemment, je crois que c'est un spectacle qui est extrêmement nécessaire. Ben justement, ce spectacle-là qui parle de mort mais rempli de vie, ce qui est paradoxal mais très beau. C'est vraiment une création totale pour le festival. Enfin totale. Je veux dire, il est vraiment pour la première fois à Avignon, mais vous avez fait quelques petites dates
comme on dit, en sortie de résidence un peu. Oui. On peut dire ça? Oui, alors il est même effectivement sorti, on l'a créé avec la scène nationale du Sud-Aquitaine, chez nous au Pays Basque. Donc effectivement, il y a eu une sortie et puis il a été en rodage, effectivement. Donc on arrive quand même avec un spectacle rodé et qui a déjà rencontré le public. Et voilà, et là pour le coup, on a hâte, puisqu'on n'a pas encore commencé, on commence qu'aujourd'hui, le 5 juillet, justement pour voir et rencontrer le public avignonnais. Mais justement, dans ces premiers retours publics que vous avez eu, toi et toute l'équipe, lors de ces premières représentations de création, quels sont les mots les plus redondants que vous ont transmis le public lorsque après le spectacle, lorsque vous les rencontrez? À la fin du spectacle, en fait, comme il y a cette grande table, il y a effectivement, sur la fête des moissons, des bouteilles de vin qui sont apportées. On partage un verre de vin ou de jus de fruits avec le public, et pour le coup, il y a un échange comme ça qui se fait avec les gens. Et les retours sont absolument incroyables, tellement qu'ils nous touchent très fort, parce qu'effectivement, ils nous disent que l'histoire de Blanche, en fait, c'est aussi leur histoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent complètement s'approprier cette histoire-là et se dire, ah oui, alors ils nous racontent pour le coup, eux, qu'est-ce qui s'est passé avec leur grand-mère, leurs parents ou leur père absent. C'est-à-dire qu'ils font plein de liens. En fait, ils nous racontent leurs fantômes et ils parlent d'eux. Donc ça veut dire que nous, on leur parle à eux, et après eux, ils nous parlent à nous, et ils nous nourrissent aussi par rapport à ça, et ils s'identifient complètement à la pièce, et souvent on a des spectateurs extrêmement bouleversés à la fin, et nous évidemment c'est un cadeau, parce que ça veut dire qu'on s'est touché à l'endroit effectivement du cœur, et avec une interprétation d'acteurs et d'actrices évidemment absolument formidable. Est-ce qu'ils se reconnaissent dans certains des personnages ou même tout simplement dans celui de Blanche? Oui, bien sûr, parce que Blanche traverse toutes les périodes de sa vie, c'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, elle a 98 ans, mais elle en a aussi 7, elle en a 28, et c'est-à-dire que suivant, c'est pour ça qu'il est de toute génération, et que nous, on a à cœur de s'adresser à tout le monde, et que, effectivement, suivant les âges de la vie, eh bien, soit c'est sa grand-mère, soit c'est sa mère, soit c'est sa fille, et donc, voilà, il est intergénérationnel quelque part, et tout le monde, à un endroit, se reconnaît sur le personnage de Blanche, suivant la période de sa vie. Pour un spectacle aussi fort, avec en nombre de comédiens, ils sont pas plus nombreux que d'autres spectacles, mais avec un décor et une scénographie assez imposante. Selon toi, quel est l'avenir? Je parle au niveau programmation, en espérant déjà, première chose bien sûr, pour commencer, qu'à Avignon, il ait le succès qu'il mériterait. Quel serait l'avenir éventuel de Blanche? C'est-à-dire une programmation, que ce soit de la tournée, venue à Paris, un second Avignon peut-être en 2025, on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, la compagnie? Alors, c'est pas la première fois qu'on vient au Festival d'Avignon. Nous sommes venus avec d'autres spectacles précédemment à Avignon, à plusieurs reprises, dont un spectacle qui a été créé en 2014 qui s'appelle Caché dans son buisson de lavande de Cyrano sentait bon la lessive. L'histoire de Cyrano transposée au Japon par Rebecca d'Outremer et Taï Margletan. Et ce spectacle-là, depuis qu'on a fait Avignon en 2014, tourne depuis 10 ans, a eu une tournée aussi à l'international. On a pu aller en Chine notamment, en Suisse, en Espagne ou en République tchèque. Et donc, on espère évidemment un succès aussi fort que ce spectacle-là, et avec effectivement un spectacle qui s'adapte à tout lieu, c'est-à-dire pour les lieux dédiés. Évidemment, on espère aussi une tournée parisienne, hein, pour être tout à fait honnête. On va aussi de temps en temps à Paris avec nos précédents spectacles, mais c'est un spectacle aussi qui se joue dans les lieux dédiés, équipés, mais aussi dans les lieux non dédiés. C'est-à-dire, nous, on a à cœur aussi d'aller effectivement en milieu rural, dans une salle des fêtes, ou en extérieur, parce que c'est un spectacle qui s'adapte aussi en extérieur. On viendrait très bien, oui, à une scène en plein air, tout à fait. À propos du spectacle dont tu parles de Cyrano, est-ce qu'il s'est complètement arrêté, ou il est encore... Là, je veux dire, là, il ne se joue plus, ou est-ce qu'il continue encore à se jouer? Est-ce qu'on va bientôt le revoir à Avignon? Est-ce qu'il va bientôt venir à Paris? Parce que ça, on en a beaucoup parlé de ce spectacle-là. Oui, il était il y a 2 ans à la Condition des Soies, notamment. Et donc là, on l'a pas amené à Avignon parce que c'est les mêmes artistes qui jouent dans Blanche aussi. Ah oui, les pauvres, ils seraient fatigués. Voilà, ils seraient fatigués, effectivement. Et donc, comme c'est un spectacle qui continue à tourner, donc on a une grande saison encore sur la saison prochaine. Et comme il continue à marcher, on est à plus de 600 représentations. Et voilà, on peut le voir en tournée
partout en France, parce qu'on le joue partout en France. Donc il y a notre site internet où on peut découvrir les dates pour la saison prochaine et le découvrir. Mais cette année, effectivement, on a laissé la place aux nouvelles créations et laissé ce spectacle qui marche déjà bien, qui tourne déjà bien un petit peu de côté pour l'instant. Mais ils se font très écho parce que, comme je disais, par exemple, c'est un Cyrano avec 3 comédiens au plateau et Mélanie qui joue le rôle de Blanche et aussi celle qui joue Cyrano. Donc il y a des liens comme ça qui se font. Et ceux qui ont pu voir à Avignon ce spectacle qu'on avait joué aussi au Théâtre des Lucioles, n'hésitez pas à revenir voir cette même équipe, cette même esthétique, parce que il y a une patte comme ça, que je dirais fait maison, Etcho Nkassa, qui est bien présente. Quand on t'entend parler de tous ces spectacles-là, en fait, le mot d'ordre de cette compagnie, c'est l'unité. Oui. C'est l'unité. Sans unité, on ne peut pas faire de beaux spectacles. Sans unité, on ne peut pas faire qu'un spectacle aille loin et qu'il ait le succès escompté. Complètement. Et on parle là même par rapport à un spectacle à Avignon qui doit monter en 30 minutes et se démonter très rapidement, qui a une prouesse même technique avec les techniciens. C'est-à-dire une unité aussi avec les techniciens, parce que ce sont des gens qui sont fidélisés à la compagnie, qui font des tournées. Et là, en fait, effectivement, monter un dispositif aussi important, avec effectivement beaucoup d'accessoires, beaucoup de contraintes, mais en même temps, c'est chouette de pouvoir proposer aussi dans le off du festival aussi des spectacles avec des grandes scénographies. Et après, tout a Bien été... sûr, c'est le principal, c'est l'essentiel aussi de ce festival. Exactement, voilà. Et donc on est heureux effectivement de pouvoir effectivement le proposer aussi un spectacle comme ça avec du décor, avec des costumes et avec ce rapport comme ça bifrontal pour profiter à fond et avoir des propositions très diverses. Évidemment, elles sont diverses et variées avec les 1600 spectacles qu'il y a au festival. Pour terminer un petit peu notre échange, sans réfléchir, peux-tu me donner 3 mots qui pourrait définir Blanche et donner envie à nos auditeurs de venir vous voir? 3 mots, sans réfléchir. Transmission, mémoire et espoir. 3 mots absolument magnifiques. Moi, j'en rajoute un 4e, c'est, même malgré le thème, c'est vie, tout simplement. La vie. C'est ce qu'on ressent lorsqu'on lit l'histoire de Blanche. Eh bien, il ne me reste qu'à te remercier, Hervé, pour ta venue et pour ta participation à ce podcast. Nous rappelons le spectacle Blanche, l'Odyssée d'une vie, qui démarre aujourd'hui le 5 juillet à la salle Pasteur de Présence Pasteur. Vous êtes de relâche, seul jour de relâche du festival, le 15 juillet, mais sinon vous jouez tous les jours à 22h. Merci beaucoup Hervé. Merci à toi. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux podcasts. Bonne journée à tous.